Bonjour à tous, je vais analyser aujourd'hui l'entraînement de Jonas Abramsen de l'équipe UnoX. Je vais vous parler des points importants, des points qui m'ont interpellé dans sa planif. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment vous allez voir que c'est très intéressant de suivre sa méthode. Je ne vais pas rentrer dans le détail des séances parce que sinon ça serait beaucoup trop long d'analyser séance par séance. Je vais vraiment analyser la planification au global et voilà tous les petits détails qui ont pu m'interpeller et que vous pourrez pourquoi pas réutiliser dans votre entraînement. Mais les séances sont quand même très intéressantes et pour ça, je l'ai retenu 15 séances type de Jonas Abrahamsen. Alors, vous allez le voir, c'est un entraînement qui est assez monotone, donc au final, j'ai presque du mal à trouver 15 séances différentes. Voilà, il fait souvent la même chose, donc il a vraiment des séances type d'intensité, des séances type pour l'endurance, pour le premier, pour le deuxième seuil, etc. Et je les ai réunis dans un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous inscrivez votre email et vous recevrez par mail le PDF donc avec les 15 séances que vous pourrez éventuellement réutiliser ou adapter à vous voilà, pour comprendre la méthode d'entraînement de Jonas Abrahamsen. Voilà, premier lien dans la description. Jonas, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est un coureur qui a gagné 3 courses cette année, une étape du Tour de France notamment, qui a voilà, fait deuxième aussi d'une étape du Tour de France l'année dernière. Enfin, il a beaucoup de places d'honneur, beaucoup d'échappées aussi. Il a beaucoup porté le maillot à poids. Voilà, c'est clairement un des meilleurs coureurs du monde, je pense. Dans l'équipe UnoX depuis 2017. Donc, il a signé jusqu'en 2028, ce qui ferait au moins 10 ans dans l'équipe UnoX. Voilà, donc il est fidèle à l'école UnoX et c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que vraiment c'est un pur produit de la méthode norvégienne. Et vous allez le voir, hein, la méthode norvégienne, on retrouve vraiment cette empreinte dans son entraînement, voilà, avec l'entraînement des seuils, le volume, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez traditionnelle en Norvège, ou en tout cas dans les pays scandinaves. Pour commencer l'analyse, on va aller dans la page totale. Déjà, voilà, moi j'ai mis à partir du 7 octobre 2024, c'est le moment où il reprend l'entraînement après sa coupure, jusqu'au 19 octobre, le moment où il arrête sa saison. Il y a donc 378 jours, dont 326 actifs. Et moi, pour moi, c'est déjà une des premières stats intéressantes de son entraînement. C'est le nombre de jours actifs par rapport au nombre de jours de vie normale. Il est toujours à l'entraînement. C'est impressionnant comparé aux autres cyclistes qui vont à peu près se faire sur la même période, hein. J'ai comparé donc d'autres cyclistes pro. Ils vont faire entre 80 et 100, 110 jours de repos sur 378 jours actifs, enfin 378 jours normaux. Lui, on fait que 326 jours actifs, donc 326 jours où il y a au moins une activité, ce qui fait donc oui, 35 jours de repos environ. Euh, c'est très peu sur 54 semaines. Donc voilà, sur 54 semaines, ça veut dire que bah, la majorité, enfin pas la majorité des semaines, mais bah, si presque au final, la majorité des semaines, il n'y a pas de jour de repos parce qu'en fait, il y a des moments où il va faire 3 4 jours de repos consécutifs. Donc voilà, on imagine bien que finalement, il fait pas un jour de repos toutes les semaines. Ce qui peut être un peu ouais, différent des habitudes qu'on peut avoir de se dire il faut au moins un jour de repos. Bah, finalement, lui n'écoute pas trop cette règle-là. Ensuite, sur le volume, c'est fou. Honnêtement, c'est fou. 1145 heures de vélo sur sa saison, 38 000 km. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Tous les autres pros que j'ai pu analyser, j'en ai pas trouvé, en tout cas sur Strava, hein, qui met toutes leurs données, qui arrive à ce niveau-là. C'est celui qui s'entraîne le plus, clairement. Généralement, en termes de volume, moi, ce que je note souvent, c'est ouais, c'est 930 heures d'entraînement sur une saison. Voilà, lui, il est à 1145 heures. La différence est dingue, c'est presque ouais, 200 heures de plus que les autres. C'est énorme en termes de kilomètres. Ça va représenter 5 à 6 000 kilomètres de plus que les autres. Voilà, c'est vraiment plus. C'est vraiment plus. Voilà, c'est tout. C'est impressionnant. Ce qui est cohérent avec le fait qu'il y ait moins de jours de repos aussi que les autres, hein, parce que bah, forcément, pour faire ces heures en plus, bah, il faut s'entraîner plus souvent aussi, hein. Il faut faire des sorties plus longues, mais aussi plus de sorties tout court. Voilà, donc très impressionnant sur le volume. Et en termes de répartition de temps dans les zones, parce que donc là, oui, je ne vous ai pas expliqué, hein, donc j'ai tout son entraînement à Jonas Abrahamsen sur ma plateforme d'entraînement que j'utilise, hein, intervals.icu. On a pu tout récupérer avec Cyclisme Performance et pu analyser donc son entraînement. C'est pour ça que j'ai le temps réparti dans chaque zone. Alors les zones, c'est ce que j'estime. Voilà, on n'est pas à 2 watts près hein, dans l'estimation des zones. C'est globalement ça. J'ai fait attention à bien adapter les zones selon la période de l'année, sa période de reprise, sa période disons de forme et d'autres périodes où il était un petit peu moins fort. Voilà, pour avoir quelque chose de plus précis possible. Et on se rend compte
qu'il ne fait pas tant de temps que ça en zone 1 et 2 comparé à tous les autres cyclistes pro que j'ai analysés qui vont avoir au moins 80% du temps ici, hein, si ce n'est pas 85%. Lui, il a seulement 77. C'est donc peu, alors qu'il fait beaucoup plus de volume que les autres, ce qui est paradoxal. Moi, c'est vraiment ouais, quelque chose qui m'a surpris, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui fait plus de volume va faire plus de volume, mais plus de volume à basse intensité. Il va pas forcément augmenter le temps à haute intensité. Et finalement, bah, chez Jonas Abrahamsen, c'est pas forcément le cas. Il va faire aussi beaucoup de temps en zone 3 et 4. Euh, donc beaucoup de travail au premier seuil, deuxième seuil. Le premier seuil chez les cyclistes pro, moi je le mets en début de zone 3, hein, c'est pour ça que ça tombe souvent sur les zones 3 et 4. Parce que voilà, il va être sur du aller entre 330 et 360 selon la période de l'année quand il travaille le premier seuil. Voilà, c'est un vrai travail qui est quand même assez difficile, hein, 3 fois 20 minutes, ou même des fois il fait 6 fois 20 minutes, 350, 360 watts. C'est des séances qui sont dures. Donc voilà, moi je le place en zone 3, bas de zone 3. Ce qui fait qu'on a un temps dans les zones 3 et 4 qui est vraiment important. Et voilà, comparé aux autres pros que j'ai pu analyser, c'est plus que les autres. Le temps en zone 5 et plus, c'est assez classique. Voilà, 4%, c'est ce que je retrouve en règle générale. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup plus de temps dans les zones seuil. Ensuite, on va aller voir la page conditions physiques. Donc là, pareil, sur la même période. Là, je peux voir du coup l'évolution de sa charge d'entraînement, de sa fatigue. Alors, c'est forcément un peu biaisé parce que j'ai pas l'historique, j'ai pas importé 10 ans de ces données, juste cette saison. Donc là, la charge chronique là, en bleu, elle part de zéro parce qu'il n'y avait pas d'activité avant. En théorie, elle est plus élevée, donc ça aurait moins fait cet effet d'augmentation de la charge qu'on a là sur le début ici et qu'on retrouve du coup sur la forme là en rouge. En réalité, c'est pas le cas. On est sur quelque chose de plus stable, surtout que on le verra, mais il a fait une coupure qui est très petite, donc voilà, on est sur un entraînement qui est quand même assez régulier. Mais voilà, ça nous permet quand même de se rendre compte justement donc, de la charge qui est quand même importante toute l'année. Du Tour de France, là ici, l'impact quand même du Tour de France en termes de fatigue, c'est énorme. On sent que voilà, c'est un vrai impact là ici sur sa charge d'entraînement et sa récupération. Pour autant, la semaine d'après le Tour de France, hein, en termes en termes de volume d'entraînement, c'est 17 heures de vélo. Enfin, il fait quand même une vraie semaine hein, après le Tour de France. Là, voilà, on a toutes ces semaines d'entraînement. On voit la période un peu off-season qui va durer 5 semaines, où donc, il fait une semaine de coupure complète et puis après un petit peu d'activité physique. Mais il y a quand même des semaines à voilà, 10, 12 heures de vélo, donc c'est pas rien non plus. Hein. Voilà, il s'entretient. Et puis après, voilà, début novembre, la semaine du 11 novembre, il reprend l'entraînement sérieux et ça s'envoie des semaines 22 heures, 20 heures, 24, 30 heures de vélo, etc. Enfin, vraiment, ça y est, on commence sur être à du gros volume. On voit qu'il y a très peu de semaines vraiment de récupération, enfin, en tout cas, le volume est vraiment faible, hormis cette semaine-là de mémoire, c'est après Paris-Roubaix. Voilà, il a abandonné Paris-Roubaix et il fait une semaine de repos ensuite. Et après, il repart directement à l'entraînement. Je crois qu'il est reparti en altitude. Non, non, il repart en altitude. Il repart en altitude ici. Mais voilà, là, il était en entraînement, ouais, c'est ça, en Norvège. Gros volume, semaine à 32 heures. Et ensuite, voilà, altitude, prépa pour le Tour de France. Après le Tour de France, il récupère un petit peu, mais il maintient quand même un volume d'entraînement important et puis même du travail intensif, hein. Et on voit qu'il y en a toute l'année. Même en coupure, hein, finalement, il y a énormément de temps en zone 3 et 4. Hein. Donc, c'est les barres orange. En vert, c'est les zone 1 et 2. Et en rouge, c'est les zones 5 et plus. Et ouais, clairement, bah, de la zone 3 et 4, il y en a toute l'année. Il y en a beaucoup. De la zone 5 et plus, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a toujours un petit peu. Il y en a toujours un petit peu. Euh, voilà, ça commence à partir de cette période-là. On est début janvier. Et puis après, la saison commence là en mars. Voilà, mars, il y en a beaucoup. Il enchaîne les courses à ce moment-là, c'est pour ça. C'est tous les petits points rouges, hein, les courses. Donc là, il enchaîne les courses et clairement, il accumule du volume à haute intensité. Ensuite, la semaine de récup. Et voilà, sinon, il y a principalement du travail dans les zones seuil toute l'année pour Jonas Abrahamsen. On va revenir maintenant donc, sur la page calendrier classique. Euh, je vais revenir donc en octobre au moment de sa coupure. Voilà, il y a les championnats du monde qui fait donc le 29 septembre. C'était donc les championnats du monde en Suisse, il me semble. Championnat du monde difficile, mais qui ne finit pas. Ensuite, une semaine de repos complet, ce qui est peu. Hein. Après une saison, j'ai pas le nombre de jours de course sous les yeux, mais je crois qu'on est au moins à 70 ou 60 jours de course. Donc quand même, il fait des grosses saisons. Puis il s'entraîne énormément. Il fait seulement une semaine de repos complet. Donc ça semble pas beaucoup. Et ensuite, il reprend l'entraînement. Et c'est marrant, il reprend l'entraînement.
directement, il y a une séance premier seuil, genre sa première séance de reprise sur le vélo, 3 fois 20 minutes, 320, 330 watts sur l'home trainer. Pas fun, pas fun. Franchement, moi je le ferai pas. Donc pas fun comme séance, en reprise comme ça. Ensuite, voilà, il se fait plaisir. Je crois qu'il fait une petite course. Ouais, il fait un peu d'intensité. Voilà, bon, je vais pas analyser. Je vous l'ai dit, il faut pas que j'analyse les séances séance par séance, sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais voilà, il fait quand même un peu d'intensité. Là, il fait une course Zwift. Là aussi, il fait une course Zwift. Il fait un cyclocross. Il refait une course Zwift là pendant la coupure. Il fait une sortie de 5 heures le 23 octobre. Donc voilà, c'est une coupure, une off-season. euh, Pas non plus trop coupure, quoi. Il s'entraîne, il s'entretient bien. Il s'entretient bien, bien, bien. Forcément, il reprend l'entraînement. Il peut reprendre l'entraînement sérieux. Voilà, le 11 novembre, quand ça repart, bah là, il est prêt. Il s'envoie une semaine à 24 heures au total avec ouais, 2 heures de muscu. Il fait un peu de course à pied toujours. Voilà, il maintient la course à pied, il me semble, jusqu'à mi-décembre, fin décembre. C'est ça, janvier. Ouais, il y a un peu de course à pied le 26, donc jusqu'au 26 décembre, des petits footings. Voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que c'est important, hein, pour les cyclistes, d'avoir un sport un peu traumatique, hein, comme ça va stimuler la croissance osseuse, c'est important. Donc lui, il en fait un petit peu pendant l'hiver. Muscu 2 fois par semaine en force. Il précise, hein, que c'est de l'entraînement en force. En termes de planification, euh, bah, beaucoup de travail sur les seuils, hein, je vous l'ai dit. On le voit, hein, donc les séances seuil 1, c'est avec le jaune. Les séances autour du deuxième seuil, c'est les séances en orange ici. Voilà, donc beaucoup de séances comme ça pendant l'hiver. Premier seuil, deuxième seuil. Et ça, voilà, jusqu'à ouais, janvier. Janvier, il en fait encore beaucoup. Il va en stage en Espagne, donc avec l'équipe. Fin décembre, il commence à mettre un peu d'intensité, mais ça reste quand même du travail autour des seuils. Ils font des mesures lactates, euh, un peu d'intensité. Donc là, il rentre chez lui en Norvège pour les fêtes de fin d'année. Pendant 2 semaines, il est en Norvège et pour autant, il est donc sur un home trainer. Il va s'entraîner 23, 25 heures dans la semaine sur l'home trainer, quasiment exclusivement, il me semble. C'est assez impressionnant, hein. Pour beaucoup, ça paraît pas possible. Lui, il le fait. Il fait des séances de 4 heures, 3 heures sur un home trainer sans problème. C'est pas, voilà. Pour moi, pas tout le monde ne peut le faire. C'est aussi des coureurs qui sont habitués à faire ça, hein, depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils ont commencé le vélo. Euh, un Espagnol ne ferait pas ça. Même, voilà, même en France, on ne fait pas forcément ça. J'ai entraîné un Suédois, moi, qui a fait toute sa préparation hivernale sur l'home trainer. Au début, ça fait bizarre, hein, de lui mettre des sorties longues, 3-4 heures sur l'home trainer. Ça paraît énorme, enfin, surtout sur des semaines à ouais, 18 heures de vélo, tout l'hiver, c'est énorme, mais ça l'a fait. Il rentre en France ensuite au mois de janvier, il fait toute la saison en France en élite et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est possible, il n'avait pas tant le choix, hein, parce que bah, en Suède il neige beaucoup, donc pas possible de rouler dehors, comme trainer. Et finalement, ça ne le dérangeait pas vraiment, hein. Et j'ai l'impression que Jonas Abramsen, c'est un peu pareil. Ça le dérange pas plus que ça. Il s'envoie des grosses semaines et ça passe. Voilà, c'est pour ça il y a aussi beaucoup d'entraînement en chaleur, on en reparlera, mais il en fait beaucoup. Il en fait dès l'hiver finalement. Il fait, voilà, alors, là en décembre, de 1, 2, 3, 4, 5 séances en chaleur sur home trainer. Donc quand je dis chaleur, c'est que voilà, il va se suréquiper un petit peu en termes de vêtements. Et donc il va avoir plus chaud, il n'y aura pas de ventilation, il va beaucoup transpirer. Donc il va faire monter sa température corporelle et ça va avoir pas mal d'adaptations physiologiques derrière si on suit bien le protocole. Et lui, il suit assidûment un protocole chaleur quasiment toute l'année, il en fait beaucoup. Et c'est pareil, bah, si c'est un coureur en fait, qui est habitué à faire du home trainer, qui aime potentiellement ça, forcément, bah, faire des séances de chaleur sur un home trainer, ça va peut-être pas trop le déranger, alors que pour beaucoup d'autres coureurs, ça sera une contrainte mentale vraiment difficile à supporter et ils le feront pas. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est adapté. Mais du coup, voilà, ça veut dire qu'il en fait dès le mois de décembre, passe sur home trainer, il rentabilise le temps. Voilà, si je prends cette séance-là, je crois qu'il fait les deux en même temps. Il fait de l'endurance dehors, non, non, c'est peut-être c'est sur Zwift. Euh, et il fait de la zone 2, enfin, pas forcément de la zone 2 d'ailleurs, mais il fait de la chaleur à la fin. On le voit parce que là, il s'arrête. Et clairement, là, la FC qui monte, il commence à 127 BPM et il finit à 160 BPM pour la même puissance. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille la chaleur, c'est ce que vous devez observer aussi, l'entraînement en chaleur. Et donc ça ajoute forcément une charge supplémentaire à l'entraînement, donc ça va pas négligeable, hein, ça à prendre en compte. Et bah, ça peut du coup, quand on sait qu'on va s'entraîner sur home trainer, autant ajouter ça, entre guillemets, ça ne coûte pas grand-chose de le faire.
parce que quoi qu'il arrive, on sera quand même sur home trainer et ça ajoute un peu de charge en plus. Si c'est bien maîtrisé, ça aura des effets bénéfices. Ensuite, donc voilà, il retourne en Espagne avec son équipe, donc début janvier, il recommence à mettre du HIIT, donc des intervalles courts, des intervalles voilà, pour travailler le VO2 max. Il y a la reprise des courses, donc à la Lula Tour, hein, c'est ça, course de 5 jours. Et puis ensuite, c'est altitude pendant 3 semaines en Sierra Nevada, plus haut ouais, cette sortie-là, purée, c'est dingue. Euh, une sortie de 200 km 7 heures dans un stage altitude. euh, 250 watts moyen, du travail, là c'est beaucoup de travail, donc premier seuil à 350 watts. Il fait des pauses, alors je crois que c'est pour faire des mesures lactate, on ne sait pas exactement, hein, mais on voit souvent qu'ils en font, donc on peut supposer que c'est quelque chose qu'ils ont fait là pour que expliquerait ces petites pauses. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont un petit peu plus haut que ce qu'on voit habituellement. Ils sont à 2300 mètres en Sierra Nevada d'altitude où ils logent. C'est vrai que souvent, on voit les équipes qui vont être à 2000, mais ouais, 2300, ils sont voilà, donc en haut de la station là, en Sierra Nevada au mois de janvier, au mois de février. Et voilà, il fait pas très froid hein, finalement en Sierra Nevada, il fait 20 degrés. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour s'entraîner honnêtement. 10 degrés, ouais, c'est ok pour s'entraîner. Ça fait un bon bloc d'entraînement donc pendant 3 semaines, voilà, où il dort à 2350 mètres d'altitude. Il s'entraîne et il s'entraîne dur. Il s'entraîne dur en altitude. C'est du 25 heures semaine, 34 heures cette semaine-là, 26 heures cette semaine-là, enchaîné juste après la Lula Tour, enchaîné juste après la reprise des courses. Donc en soi, la reprise des courses, c'est toujours un petit stress supplémentaire. Enfin, voilà, quand le corps il n'a pas été habitué à faire ces efforts-là, à se donner à 100%, ça demande des fois un peu plus de récupération. Alors là, c'est des pros, hein, ils font ça, c'est leur métier. Ils sont très bien entraînés. Et des fois, les courses pros sont pas si dures que ça. Voilà, la Lula Tour, si on prend cette étape, la première étape, c'est pas très dur, hein. C'est moins dur que son entraînement habituel, hein. 165 watts moyen, c'est très tranquille pour un mec comme Jonas Abramsen. Il se fait chier, je pense même d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, il peut se permettre de faire des gros entraînements dans la foulée. Ça ne veut pas dire que vous faites une cyclo à fond du début à la fin. Vous pouvez vous mettre un gros bloc d'entraînement derrière. Bah, c'est pas forcément la même chose finalement. Vous avez fait une course. Dans les deux cas, vous avez fait une course, mais il y a course et course. Et chez les pros, parfois c'est des courses qui sont quand même assez faciles. Donc voilà, ce camp d'entraînement en altitude. Et puis ensuite, c'est un gros bloc d'entraînement de course. Donc il est en Belgique, principalement jusqu'à Paris-Roubaix, donc jusqu'au 13 avril. Donc du 24 février au 13 avril, il enchaîne les courses. Voilà, ça veut dire que du coup, il fait de l'entraînement relativement facile, il fait du premier seuil, de la chaleur. Voilà, il fait donc Paris-Nice, il récupère un peu, Milan-Turin, Milan-San Remo, et ce qui est fou, enfin, genre par exemple, il fait Milan-Turin, il fait 3 heures le lendemain hein, quand même, il fait 2 heures et après il fait Milan-San Remo. Enfin, on sent quand même que le volume, c'est vraiment important pour lui. La plupart des coureurs ne font pas ça hein, quand on regarde. Voilà, après Milan-Turin, ils vont aller faire. Ils vont, ouais, certains vont faire 2 3 heures, mais le lendemain, ils font 1 heure récup quoi, avant Milan-San Remo. Lui, c'est pas le cas. Enfin, il maintient vraiment un vrai volume d'entraînement. Euh, voilà, il continue sur cette longueur-là. Pour les classiques, donc Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et puis après, donc coupure, repos. Et ça faisait longtemps hein, qu'il avait pris du repos. Là, on est le 14 avril. Il y a eu un jour de repos là, le 3. Bon, il y a eu des jours de repos là. Non, il y a eu quand même un petit peu de repos. J'abuse, il y a eu un peu de repos. Pas grand-chose, mais il y a eu quand même un petit peu de repos. Là, pour le coup, il y a 6 jours sans rien. Donc, pour lui, c'est presque équivalent à sa coupure hivernale. C'est fou. Euh, et puis voilà, bloc d'entraînement en Norvège, toujours du gros volume, toujours de la chaleur, toujours des séances un peu pareilles, du premier seuil, un peu de hit, d'intervalle court, un peu de seuil 2, euh, des sprints un petit peu. Et puis il rentre en France, il fait Grand Prix Morbihan. Et puis il retourne en altitude, Sierra Nevada aussi, il me semble. Il me semble que c'est la Sierra Nevada. Voilà, on voit les séances classiques. Ouais, premier seuil, hein, il me semble à peu près. Il adapte la puissance, hein. La puissance n'est pas toujours la même. Pareil, je pense que c'est avec les tests lactates qui font ça. Et puis, ouais, c'est toujours en Sierra Nevada et donc toujours à 2000, 2300, 2350 mètres d'altitude. Pour revenir aussi sur l'entraînement en chaleur, donc il y en a donc après l'altitude, un 2 3. Enfin, après, il va vraiment le maintenir là jusqu'au Tour de France. Pourquoi ils font ça? Il y a eu pas mal d'articles hein, qui sont sortis récemment. Ça permet de maintenir les gains physiologiques qu'on va avoir avec l'altitude sur notamment les globules rouges, le volume de plasma sanguin. C'est des choses qu'on va pouvoir maintenir avec l'entraînement
en chaleur. C'est pour ça que de plus en plus de coureurs vont le faire. Là, je pense que c'est pas forcément dans une optique un peu, mais pas forcément dans une optique seulement d'optimisation d'acclimatation à la chaleur, mais aussi voilà, vraiment pour maintenir les gains physio liés à l'altitude. Mais puis en plus, ça lui permet de se préparer à la chaleur, notamment pour le Tour de France, donc c'est tout bénef. Autre chose aussi que j'ai remarqué, notamment quand il fait un vrai bloc d'entraînement sans compétition, alors c'est des choses qu'il fait hein, dans l'année. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi avec ceux que j'entraîne et que je vous recommande, hein. C'est super, super important de faire des blocs sans compétition, où vous faites 3 semaines sans course et vous faites un vrai bloc de récup et un vrai bloc d'entraînement. Personnellement, ça me fait vraiment super bien progresser et sur tous ceux que j'entraîne, ça marche très bien aussi. Voilà, pas de raison de ne pas le faire. Vraiment, c'est pour moi une des meilleures façons de progresser dans l'année. Clairement, on risque de régresser hein, si on ne fait pas ça, si on ne fait que enchaîner les courses, qu'on s'entraîne jamais vraiment, on ne passe pas de cap dans l'année. Donc Jonas Abrahamsen, c'est ce qu'il fait, hein, la récup après donc Paris-Roubaix, puis ensuite son bloc en Norvège. Et oui, j'avais remarqué qu'il faisait un schéma un peu 3 jours, 1 jour. Donc 3 jours d'entraînement, mettons là, donc voilà, 5 heures en tout avec la chaleur, 5 heures, 5 heures, 5 heures. Une sortie récup avec un peu de gainage, et ça repart sur 3 jours. Un 2 3 jours, hop, récup, un 2 3 jours. Ouais, puis après, là, il repart après sur les courses, mais on a ce schéma-là. C'est compliqué à voir le reste du temps parce qu'il y a tellement d'enchaînements de courses, de déplacements et tout. On a du mal à bien cerner ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. Moi, je fais souvent 3 jours, un jour. Après, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui travaille pas, forcément, avec le week-end, on gère les choses un peu différemment. Mais sinon, le schéma 3 jours, un jour est vraiment bien. Je remonte du coup au Tour de France. Après le Tour de France, un peu de récup. Toujours ces entraînements, premier seuil, deuxième seuil. Voilà, on voit que c'est quand même quelque chose hein, d'assez monotone. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai eu du mal à vous sortir 15 séances type. Le premier lien dans la description hein, pour télécharger ces 15 séances type en format PDF. Voilà, vous aurez toutes les informations pour récupérer ces séances. Donc voilà, cliquez, premier lien dans la description, c'est gratuit. Donc j'ai eu presque du mal à trouver 15 séances. Enfin, vraiment, je vous ai mis 15 séances, c'est les 15 séances max qu'il fait. Il n'y a pas d'autres séances, vraiment. Ensuite, voilà, donc après le Tour de France, il y a quelques courses, donc un bloc d'entraînement chez lui. Et puis après, retour en Belgique, circuit franco-belge, Hambourg, Mur classique, Bretagne classique, Plouay. Et puis après, il est allé aux États-Unis. Jour de repos quand même le jour où il va aux États-Unis, mais sinon après, ça se rentraîne normalement, hein. Il n'y a pas particulièrement d'adaptation, alors que c'est quand même autre continent, plus décalage horaire, etc. Le plus impressionnant, je trouve, c'est après le Grand Prix de Montréal, parce qu'il rentre en Norvège entre le 15 et le 16. Et il s'entraîne le 15, il s'entraîne à Montréal. Le 16, il s'entraîne au Canada. Pas au Canada, en Norvège, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Il passe une journée en Norvège et il repart en Belgique entre le 18 et le 19. Et il fait ouais, Super 8 en course. Et le lendemain du Super 8, il fait 3 heures. Waouh, c'est impressionnant. Et après, il fait une semaine à 30 heures. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Avec des sprints, du deuxième seuil, des sorties longues, une sortie de 6 heures, une sortie premier seuil, enfin une autre sortie de 6 heures. C'est fou. Je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant, honnêtement, d'avoir un tel entraînement. Déjà, physiologiquement, c'est impressionnant de tenir ça, mais aussi mentalement. Enfin, mentalement, respect, hein, vraiment, Jonas Abrahamsen. Je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné de faire ça. Respect, vraiment respect. Et puis voilà, après il fait bloc de course et du coup là il fait pas de jour de repos. Son jour de repos là c'est quand il va aux États-Unis, mais après il n'y a pas de jour de repos jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la coupure. C'est fou. Alors que sur beaucoup d'autres pros que j'ai pu analyser, même sur moi et sur les coureurs que j'entraîne, généralement fin de saison, on relâche un petit peu, c'est normal, on est un peu fatigué, on est fatigué mentalement, donc il y a plus de jours de repos, l'entraînement est quand même plus facile en soi, c'est pas que plus rien ne se joue, mais physiologiquement, on va pas se transformer sur les 3 dernières semaines d'entraînement. Donc, on peut se permettre d'en faire un peu moins. Ouais, c'est vraiment le moment de l'année où on peut se permettre de se relâcher un petit peu. Bah, lui, c'est pas le cas, hein. Clairement, Jonas Abrahamsen, il se renvoie un gros bloc. Après Benchimé-Bain, il s'envoie encore un 4 heures, 2 heures, 1 heure, 1 heure, Paris-Tour. Pareil après le Munsterland. Enfin, ouais, c'est impressionnant vraiment. Il relâche pas en fin de saison. Petit point aussi intéressant, c'est ses veilles de course. Ses veilles de course, honnêtement, il fait jamais vraiment la même chose. C'est assez aléatoire. Quasiment toujours de l'intensité. Alors ça, vous allez le voir dans les séances, dans le PDF, c'est son échauffement typique, son échauffement type. Il le fait toujours. C'est super intéressant parce qu'avoir un échauffement, moi, c'est quelque chose que je fais aussi avec ceux que j'entraîne et que je fais sur moi.
un échauffement standardisé, ça nous permet vraiment d'évaluer nos sensations. Et quand on a un doute avant une séance, on fait l'échauffement standardisé, on voit, on sait si on est bien ou pas. Et souvent, en fait, on fait l'échauffement standardisé, on est là, ah bon, ça va. Et du coup, on fait la séance. Et puis même, ça nous permet de comparer à long terme, voir comment la fréquence cardiaque évolue. Lui, il fait 2 sprints. Moi, je fais pas toujours des sprints à l'échauffement. Je trouve ça peut rester un peu dans les jambes. Mais lui, il fait 2 sprints. Donc, il peut voir aussi comment évolue sa Pmax au fil de l'année. Ouais, vraiment, vraiment intéressant. Même en déblocage, du coup, là, il le fait. Après, il fait un petit effort un peu aléatoire. Avant bench, chimé bench, qu'est-ce qu'il fait? Euh, voilà, c'est autre chose. Enfin, il fait jamais vraiment la même chose en déblocage, mais quasiment toujours des intensités. Je l'ai jamais vu de mémoire, je l'ai jamais vu ne pas faire d'intensité en veille de course. Pas grand-chose, hein, mais toujours des petits efforts de sprint. Alors ça, c'est son format d'échauffement. En conclusion, moi, je trouve que du coup, il y a un volume qui est fou. Voilà, c'est ce que je retiens principalement de la méthode d'entraînement InnoX. Alors, attention, c'est vrai que j'ai pas fait le disclaimer jusqu'à maintenant, mais c'est quand même quelqu'un d'hors norme, je pense. C'est un champion, un mec entraîné depuis des années, euh, qui est hors norme. Donc on copie pas son entraînement. Ne faites pas pareil que lui. Par contre, on peut quand même s'en inspirer. Il y a des séances qui sont intéressantes. La logique de travail autour des seuils, notamment, bah ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fonctionnera très bien si vous faites des cyclosportives, parce que c'est une zone où vous avez vraiment besoin d'être très très fort pour l'étape du Tour ou tous ces cyclos de montagne. Donc, vous pouvez vous inspirer de Jonas sur ces points-là. Voilà, le volume est aberrant, mais voilà, c'est intéressant de voir que bah, c'est quand même quelque chose hein, qui fonctionne, hein. C'est un très bon levier, le volume, si on a le temps. Ouais, j'ai jamais eu de souci avec le volume tant que l'intensité est bien respectée, hein. Lui, on le voit, ses basses intensités sont assez faibles, hein, honnêtement. Il roule à 200, 230 watts. Pour un mec comme Jonas Abramsen, c'est pas grand-chose. Donc, il roule vraiment tranquille en basse intensité. À partir de là, on prend quand même pas trop trop de risques. Et voilà, c'est quelque chose que du coup vous pouvez éventuellement reproduire si vous avez le temps. Mais sinon, attention, voilà, ne copiez pas l'entraînement de A à Z de Jonas Abramsen. C'est vraiment très dur et c'est vraiment assez hors norme. Vous l'avez compris. Voilà, du coup, sinon, bah ouais, Panif, euh, travail des seuils, du volume. C'est quelque chose d'assez monotone, hein. Il réinvente pas son entraînement toutes les semaines. Il fait un peu toujours la même chose. En termes d'exo, bah, il va faire souvent 2 séances difficiles dans la semaine. Euh, ouais, typiquement là, bah, cette séance-là, il y a une séance deuxième seuil, une séance de sprint et une séance premier seuil. Séance premier seuil, c'est quasiment toute l'année, une fois par semaine minimum. Mais du coup, ce qui fait que la plupart de ces semaines d'entraînement, il y a quand même des exos, ouais, 4 fois par semaine, hein. Là, on est en altitude, c'est un. Alors là, c'est même un bicotidien. C'est vrai qu'il fait des bicotidiens parfois. Pouah. Et imaginez, 4 heures avec du premier seuil, plus de la répétition de sprint en hypoxie pendant 2 heures. Enfin, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Du coup, ouais, bah, des exos, il y en a au moins 4 fois dans la semaine, 3 4 fois dans la semaine. Ça peut être beaucoup pour certains, ça peut être OK pour d'autres. Ça dépend, ça c'est quelque chose aussi qui s'individualise. Moi personnellement, je sais que j'aime pas avoir autant d'exos. J'aime bien sortir mon vélo et aller rouler comme ça, sans faire d'exos particulier. Bah lui, peut-être qu'il préfère avoir des exos bien cadrés. Voilà, ça après ça s'adapte selon le profil de chacun. Ouais, j'ai fait le tour, hein, je crois. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur Jonas Abramsen. En soi, je pourrais encore en parler pendant des heures. Je vais en faire d'autres, hein, comme ça, des analyses de cyclistes pro. Je sais que c'est un format qui vous plaît bien. Voilà, vous pouvez télécharger donc le PDF, c'est gratuit. Dans la description, cliquez le premier lien pour avoir donc ces 15 séances type détaillées et expliquées. Et puis, bah ouais, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines analyses de pro et faites-moi vos retours en commentaire.